Et bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui s'appelle le Job Sharing, plus 20% de productivité pour les entreprises. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés, je vois qu'il y a quasiment une dizaine, 15, ouh là là, ça grimpe, c'est cool. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Aurélien Guillon, je suis le cofondateur de Trimoji, c'est un assistant recrutement spécialiste de la data candidat, analyse de CV, analyse de personnalité. On n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui, on est là pour parler du job sharing et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Léna et Flo qui sont toutes les deux cofondatrices de Worksharing. C'est une société qui va promouvoir le job sharing. Donc, elles sont expertes sur le truc et on va savoir un petit peu ce que ça veut dire le job sharing aujourd'hui. Léna, tu es DRH et coach, feu DRH et coach, parce que maintenant tu as lancé ta boîte, du coup, avec Florence. Flo, toi, tu es experte en job sharing et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. On a aussi le Bonjour. plaisir d'accueillir Ludovic qui est DRH et DAF externalisé. Et lui, il va nous Bonjour. parler de combien ça coûte et combien ça rapporte aussi le job sharing. Donc, restez jusqu'au bout. Il y a des Bonjour à tous. surprises à venir. Donc, Léna, Flo et Ludo, bienvenue à tous les trois. On va Merci. commencer avec un petit Merci sondage que je vais beaucoup. mettre tout de suite dans le chat. Hop, qui va vous demander, est-ce que vous connaissez le job sharing déjà? Alors, première réponse, c'est oui, c'est partager un job à deux. Oui, c'est comme du temps partagé. 3, j'en ai entendu parler, mais j'aimerais en savoir plus. Et 4, jamais entendu parler. Allez-y, votez, ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas. Sans transition, pendant que vous répondez, je ferai au fur et à mesure des petits sondages comme ça. Donc regardez bien sur la droite, on veut que ça soit participatif cette histoire. Donc, déjà, première question. Moi, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. La première question, c'est concrètement, est-ce qu'il y a un de vous trois qui peut m'expliquer concrètement ce que le job sharing, c'est quoi et comment ça diffère, ça change en fait du partage de postes classique? Oui, bah, oui, je peux vous expliquer, bien sûr, avec plaisir, parce que je vois que dans le chat, dans le sondage, il y en a plein qui connaissent pas. En fait, le job sharing, c'est un mode de travail dans lequel 2 personnes, partagent le même poste, en co-responsabilité et en co-leadership, s'il y a une équipe, et elles peuvent travailler toutes les 2, alors soit à temps partiel, donc ça peut être un 60 60, ou alors ça peut aussi exister, à temps plein, chacune. Et la différence avec un partage de poste classique, c'est que là, les 2 personnes, vont vraiment travailler sur les mêmes projets et les mêmes sujets enfin voilà, en interconnexion et en se challengeant et cetera. Alors que si on a juste un partage de poste classique, elles vont les 2 personnes travailleraient sur des projets qui sont différents, peut-être complémentaires mais différents. Donc là, c'est vraiment l'avantage, d'avoir, de capitaliser sur la synergie de 2 personnes, qui vont, avec 2 cerveaux, réfléchir sur les mêmes sujets. Donc c'est un peu du 1 plus 1 égale 2, mais en fait là c'est du 0,5 plus 0,5 égale 1. Alors c'est pas alors pas du 0,5, je dirais idéalement c'est du 0,6 plus 0,6 égale, et nous ce qu'on dit souvent avec l'ENA, c'est du 1 plus 1 égale 4, mais on le verra parce que les bénéfices, ils sont pas seulement que pour le duo, mais aussi pour le manager, l'équipe, l'entreprise. Donc parce qu'il Ok, faut avoir ce super. temps de il faut quand même avoir ce temps de connexion ensemble, de transmission et d'échange, donc avoir du temps en commun. C'est pour ça que si c'est juste un Ok, ouais. 50-50, il y Mhm. aura pas ce temps-là. Ok. Et concrètement, Mmh. pourquoi parce que moi, avant de vous rencontrer, le job sharing, je connaissais pas. Et pourquoi là, ça vient d'où et pourquoi ça arrive en 2025? Pourquoi on en parle en 2025 là? Alors, ça vient d'où? Ça fait longtemps que ça existe aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Il y a plus de 30 ans que ça existe en fait, le job sharing. C'est arrivé des États-Unis. Ça a émergé en France d'ailleurs, il y a aussi une trentaine d'années, à travers notamment, HP, qui l'a lancé et qui perdure aujourd'hui à le mettre en place. Pourquoi est-ce que ça répond en fait finalement aujourd'hui en 2025, aux attentes des entreprises et des salariés? Parce qu'on a vu qu'effectivement les attentes autour du travail ont changé.
que les collaborateurs recherchent plus, d'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Il y a une quête de sens, il y a aussi un besoin de bien-être et d'alignement dans leur job et côté entreprise, les entreprises, elles recherchent aussi d'attirer et de fidéliser leurs collaborateurs et de pouvoir justement répondre à ces leviers d'engagement. Donc le job sharing permet justement de répondre, à ces problématiques, à ces plus de flexibilité sans forcément compromettre les ambitions professionnelles et conserver justement des postes à responsabilité, voire des évolutions professionnelles. Oui, OK, ça c'est pas uniquement sur des postes, dits opérationnels où les gens sont entre guillemets, très opérationnels où toi tu fais cette tâche, toi tu fais Mmh, cette tâche. Ça peut être aussi sur des postes à responsabilité ou, des directeurs financiers ou des postes de C-level et cetera, ça aussi? tout à fait. Tout à fait, des postes de management, des postes de direction, voire même, du top management, hein, puisqu'on a le top sharing effectivement aussi qui est une variante finalement du job sharing pour des postes de dirigeants. Ouais, OK, c'est OK, c'est OK. Et en quelques mots, donc là tu m'as résumé les avantages. On parle d'attraction, place de flexibilité. On va parler aussi avec Ludovic de rentabilité, j'imagine. Hein, quand on a préparé ce webinaire, il m'a dit que c'est très rentable le job sharing. Il va nous expliquer pourquoi. Mais grosso modo, aujourd'hui, avant de parler argent, on va parler production. Pourquoi le job sharing aujourd'hui, il est considéré comme un levier pour augmenter la prod dans les équipes. Bah, alors en fait Pour ah oui, en fait augmenter la non. Vas-y, vas-y. Vas-y, non, vas-y Flo. Bah, en fait, pour augmenter la productivité, on a, 2 cerveaux, pour un même poste. Donc c'est vrai que ce qu'on va produire va être bien plus, puissant, que, si on n'avait qu'une seule personne puisque l'avantage aussi, c'est qu'on a des expertises qui vont être complémentaires et donc on va pouvoir, se challenger, et puis ce qui va être produit va être de qualité supérieure, en fait. Je vois, enfin, pour l'avoir on l'a expérimenté toutes les 2, on l'a vécu et moi quand je l'ai expérimenté, bah, c'est vrai que le fait d'être avec une autre personne, on se challenge, on réfléchit, on dit: «Ah beh, tu as pensé à ça? Ah bah oui, on pourrait le voir de cette façon-là» et donc la qualité de ce qu'on produit va être supérieure. Ok, Ça, c'est intéressant. déjà c'est un Intéressant, des ok. points, c'est un des points déjà. Ouais, bah, c'est quoi le deuxième point alors? Heu, What is the next point? bah, par rapport à la productivité aussi, bah, quand on est 2, pour prendre les décisions aussi, ça va être beaucoup plus rapide. Parce que, plutôt que voilà, Mm. quand on est tout seul, parfois on est un peu hésitant, et je vois même on le vit aussi dans notre quotidien avec Léna, puisqu'on est en top sharing finalement, Mmh. dans notre entreprise. Voilà, le fait de se challenger, dire: «Bon, bah, OK, go ou pas go?» Bon, bah, si on est un peu hésitant, l'autre va pouvoir dire: «Bon allez, vas-y, on y va» et puis après, bah, de toute façon, peut-être qu'on ajustera. Mais déjà, ça facilite aussi ça. J'entends là-dedans un risque partagé, tu Mmh. vois? C'est ok, on prend un risque, on partage le risque sur le machin, comme ça, il y a pas de responsable, il y en a deux. Engueuler une seule personne, c'est facile, mais engueuler deux, c'est un peu plus dur. Oui, puis il y a une prise Euh, de confiance aussi. Il y a une prise de confiance. Effectivement, on se donne plus confiance, on a plus de créativité aussi. Tu vois, tu parlais dans les prises de décision. Ça crée, vraiment, plus de solutions, plus d'ouverture. Ok, ok. Et toi, Flo, alors toi qui es experte en job sharing, donc tu l'as déjà pratiqué et puis tu le mets en place aussi dans les organisations. Concrètement, c'est quoi les premières étapes? Quand tu veux faire du job sharing dans ton organisation, tu commences par quoi? Alors, déjà d'un point de vue général, si on le fait, il faut déjà démarrer par un pilote avant de déployer. Je pense que c'est déjà l'approche, qu'il faut avoir en tête, Combien de avant temps de le se dire: «Bah pilote? oui». Bah, le pilote, c'est 6 mois au moins, enfin de tester au moins sur un duo, Ok. voilà, pour savoir comment ça se passe dans l'entreprise. Après, on va dire qu'il y a 3 phases principales. Première phase, ça va être important de faire un peu comprendre un peu enfin faire un diagnostic en entreprise, comprendre quels sont les enjeux et du coup à quels enjeux, le job sharing va pouvoir répondre. Est-ce que c'est pour attirer les talents? Est-ce que c'est pour améliorer, la qualité de vie au travail? Est-ce que c'est pour, renforcer l'intergénérationnel? Voilà, il y a différents enjeux. Et il va falloir aussi, bah, dans cette phase-là, sensibiliser les équipes en interne, faire connaître le job sharing
comme aujourd'hui déjà c'est pas connu en France, mais dans l'entreprise aussi. En parler, expliquer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne. Ça, c'est la première phase et puis ensuite après, la deuxième phase, il va y avoir une phase structurée, de structuration, mise en place en fait d'un cadre opérationnel pour se dire, sur quel type de poste on a envie, on va pouvoir justement le tester et puis qu'on définisse bien, les rôles, la répartition des rôles, des tâches et cetera, de l'encadrer aussi d'un point de vue juridique, un contrat, voilà et puis il y a l'histoire de la responsabilité aussi à bien caler et dans cette phase-là, ce qui va être important, c'est le matching du duo et ça, on pourra en reparler aussi avec toi, Aurélien, parce que là-dessus, c'est là où tu peux aussi, bien nous aider, s'assurer que le duo va bien pouvoir fonctionner ensemble et puis de mettre à disposition des outils collaboratifs et puis après la troisième phase, ça va être toute la phase, d'accompagnement, du duo donc c'est important, de les coacher aussi bien le duo, le manager et les équipes et pour pouvoir suivre, leur évolution et mesurer, la performance et sur la base de KPIs et ça, on en reparlera aussi avec Ludovic, de se dire, c'est important de savoir mesurer est-ce que ça a performé ou pas et Carrément. quand on a fini, on se dit: «OK, qu'est-ce qu'on peut optimiser?» et après on peut déployer. Donc si je résume, on fait d'abord un diagnostic. Voilà, il faut aussi se poser les questions pourquoi on fait un job sharing. Est-ce qu'on veut attirer Mmh. des candidats? Est-ce qu'on veut améliorer la qualité de vie? Est-ce qu'on veut améliorer l'intergénérationnel, etc., etc. Ensuite, on lance un plan de com aux collaborateurs pour leur dire voilà, le job sharing c'est nouveau, ça vient de ci, ça, ou sous forme de webinar aussi comme ça. Hein. Si les Mmh. gens dans le chat, vous êtes voilà, je vois qu'il y a quand même 55% des gens qui n'ont de la salle là qui n'ont jamais entendu parler et qui aimeraient en savoir plus. Donc déjà, c'est que effectivement, il y a quand même la moitié des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ensuite, c'est fixer un cadre opérationnel, donc répartition des rôles, etc., au niveau du métier. Fixer un cadre juridique, contractualisé, etc., etc. C'est quoi? C'est un avenant qui arrive en plus du contrat classique. C'est quoi? Oui, c'est un avenant. C'est-à-dire que moi, je vois, en tout cas dans la façon aussi dont je l'avais fait, dont on le propose, c'est, on a son contrat de travail qui était à temps plein et puis on fait un avenant pour passer, à temps partiel. Ok. Une fois que ça c'est fait, on fait le matching du duo, donc on observe voilà, matching avec les personnalités, on y reviendra peut-être après. Les outils collaboratifs pour les mettre en place, parce que forcément il va falloir communiquer, hein, il n'y a pas que du téléphone dans la vie. Accompagnement, coaching, ça c'est votre partie aussi, et le suivi des KPI après derrière pour dire c'est pertinent, pas pertinent, on ajuste le tir en fonction. Et le pilote dure 6 mois. Au moins, oui, tout à fait. Et Ouais. vous accompagnez sur chacune de ces phases. Le diagnostic, la com, Mmh. le cadre opérationnel, le juridique, le matching du duo, les outils collab, l'accompagnement au coaching et le suivi des KPI. Mmh. Tout à fait. Ok, c'est cool. Mmh. C'est top. Du coup, j'ai une autre question, parce que ça entraîne forcément une autre question. Est-ce que quand tu mets le job sharing en place dans les entreprises, c'est quoi les principaux freins ou les principales résistances que tu rencontres quand tu mets du job sharing? Et puis du coup, si en fonction du frein, si tu pouvais me dire voilà, on contourne comme ci, on contourne comme ça. Mmh. Bon, des freins, oui, forcément, il y en a, parce que souvent, on se le dit, en France, on n'aime pas, on est plutôt le changement ou la nouveauté, ça fait toujours un peu peur. Donc, voilà, et surtout, on a souvent en tête les gens qui vont dire: «Bah oui, mais ça marchera jamais», voilà, parce que c'est nouveau, on ne connaît pas. Donc, déjà, il y a un changement de culture, donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser, communiquer, rassurer sur le fait que ça va pouvoir, fonctionner. Hem, en 2e frein, il y a souvent on nous dit: «Bah oui, mais du coup, qui c'est qui l'a déjà mis en place? Chez qui ça fonctionne?» On a besoin en fait, un peu d'avoir des benchmarks, d'entreprises. Donc là, effectivement, on en donne. On sait qu'il y a des entreprises, notamment chez HP, ça s'est fait en France. C'était pas forcément, il y en a eu plusieurs cas, mais c'est pas toujours encadré. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir l'encadrer. Après, on donne aussi les exemples, de ce qui a été fait à l'étranger, parce que là, ça existe quand même depuis beaucoup plus longtemps. Après, il y a le troisième frein qui est le frein financier et ça, je pense que Ludovic va pouvoir revenir dessus, c'est le ROI. On se dit: «Bah oui, mais ça coûte de l'argent» et du coup, ça rapporte, ça est-ce que ça va rapporter, autant? Donc là, Ludovic, tu vas pouvoir nous donner des billes pour montrer que le ROI, il est positif et après, il y en a 3 autres, c'est la responsabilité juridique. C'est-à-dire on se dit: «On est à 2, il y a 2 personnes sur un même poste, qui est responsable? S'il y a un problème, qui est responsable?» Et donc là, là, Léna, peut-être que tu peux en dire un peu plus sur, le côté responsabilité juridique et comment ça se fait déjà actuellement sur, Oui. Oui, c'est vrai on s'est aussi entouré effectivement d'experts sur les sujets et que ce soit sur le recrutement ou sur la partie juridique, effectivement pour, cadrer,
à faire du sur-mesure en fonction du secteur d'activité, des accords du contractuel et de la façon dont l'entreprise souhaite aussi le développer, le mettre en place et le formaliser quelque part. Donc cette partie juridique est un point important parce qu'on sait que le droit du travail est quand même un peu complexe en France, Clairement. des fois un peu tiré par les cheveux. Et aujourd'hui, le job sharing en tant que tel n'existe pas dans le code du travail. Donc on a il existe des contrats des co-contrats. C'est marrant, on est tombé dessus un peu par hasard, par exemple des gardiens d'immeubles. On peut avoir un contrat de travail à 2 personnes, le gardien et son épouse, par exemple. Enfin voilà, il y a des choses qui existent. On est encore au début. Aujourd'hui, ce n'est pas un frein au niveau de la contractualisation juridique. Par contre, il faut le prévoir et pouvoir justement l'adapter en fonction du fonctionnement interne de l'entreprise. Et pour compléter sur les 2 autres freins qu'on voit aussi, c'est, l'ego. C'est-à-dire que souvent on nous dit: «Bah oui, mais en France, on aime bien être, quand même, bah, ce que je fais, c'est mon travail, voilà et j'ai pas envie que ça soit, mon petit copain, enfin mon binôme, qui récolte, les fleurs, voilà et cetera» et donc c'est vrai que là, pour le coup, bah, le job sharing, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Si on a un ego qui est peut-être surdimensionné, enfin, en tout cas, on a envie que ce soit son travail, bon, bah, oui, à ce moment-là, c'est peut-être pas le mode de fonctionnement qui vous convient. En revanche, si, on est prêt à se dire: «Bah oui, on travaille à 2 et on avance à 2, avoir ce côté collectif, bah là, ça va super bien fonctionner et on est une personne et du coup, bah, c'est là où ça va être important d'avoir le matching et un bon matching et d'être, bonne alchimie. Faut déjà, tu es ouvert à la collaboration, quoi. Hem, Exactement, exactement. Ouais. j'avais un chiffre quand on a préparé ce webinaire, que vous m'avez sorti. Vous m'avez dit que le job sharing, ça augmentait 20% de productivité, après implantation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, d'où sort ce chiffre et ces 20%, qu'est-ce qu'ils composent finalement? Mmh. Bah, on va dire que dans ce chiffre, on va dire, il y a trois composantes, principales. La première, c'est que alors j'en ai un petit peu parlé en amont, mais le fait qu'on soit 2 personnes sur un même job, ce qu'on va produire va être de bien meilleure qualité que, si on produisait, tout seul. En fait, on est deux cerveaux à réfléchir, enfin 2 personnes à travailler sur un même sujet. Donc, forcément, enfin, la créativité est stimulée, donc la qualité va être, supérieure. Aussi du fait qu'on a des personnes qui ont des compétences qui sont complémentaires. Donc, voilà, je pense que on va dire qu'on peut parler d'amélioration de la qualité du travail. La 2e, le deuxième vecteur, ça va être le fait que ça permet d'avoir en fait une continuité, du travail tout au long de l'année. C'est-à-dire que, par exemple, moi je vois avec, enfin Thomas qui était mon binôme, on prenait pas nos vacances en même temps. Ce qui fait que alors nous dans notre organisation, moi je travaillais du lundi au mercredi et lui du mercredi au vendredi. Donc quand lui était en vacances, bah, moi j'étais là au moins 3 jours par semaine, il y avait jamais de trou, complet. Voilà, donc il y a toujours une continuité du travail qui est là. Aussi, s'il y avait une absence, quelqu'un était absent, donc ça c'est quand même important et du coup les projets ne s'arrêtent pas, aussi, hein. Et puis, ce temps aussi, il est non seulement pour le duo, mais en fait aussi il était aussi pour notre manager. C'est-à-dire que, au départ, notre manager nous a dit: «Ah mince, ça va me demander plus de temps d'avoir 2 personnes à gérer». Mais non, en fait, comme on prenait des décisions plus vite, ce qu'on produisait était de qualité supérieure, mais en fait, on avait moins besoin de la solliciter. Donc c'est autant de temps qui est dégagé pour elle, pour pouvoir s'occuper sur d'autres projets. Et aussi quand on était en vacances, bah, ça lui permet aussi, enfin quand on était en vacances, il y a toujours quelqu'un, donc elle avait pas besoin de prendre le backup, de nous, voilà. Donc ça, c'est le temps et puis ensuite, dernier point, je dirais que c'est, le fait qu'il y a une réduction de la fatigue et de la charge mentale. C'est-à-dire que et du coup, on est beaucoup plus, enfin, oui, productif et engagé parce que concrètement, quand, moi j'étais pas au bureau, donc jeudi et vendredi, j'étais pas au bureau, je faisais autre chose, mais quand je revenais le lundi matin, bah, du coup, j'étais, regonflée à bloc, voilà et en plus, quand j'étais pas jeudi et vendredi, bah, je savais qu'il y avait Thomas qui gérait donc voilà, enfin, ma charge mentale, elle est complètement différente. Ça permet quand même de se ressourcer, de pouvoir faire autre chose et de se nourrir et d'apporter, voilà, d'apporter autre chose, enfin beaucoup plus, OK. quand on revient. Ah, c'est intéressant. Donc compétences complémentaires, Mmh. continuité du travail, pas de vacances, les 3-8 quoi. Pas d'arrêt des projets, Mmh. moins de temps pour le management, donc plus d'indépendance finalement.
Donc du coup, tu peux le temps du manager, tu peux l'allouer à faire un autre truc parce que tu as une équipe qui est plus indépendante et plus proactive sur le truc et qui bloque un peu moins finalement et qui dépend un peu moins du management. Donc ok, c'est ok. Moi pour moi ça c'est validé. C'est 20% de validé? productivité, Je j'arrive à pense aller. qu'on peut même J'arrive à aller. Signe. ajouter d'autres bénéfices. Oui. La liste que vient de partager Flo, on va réduire le turnover. Et ça, c'est un coût qui est extrêmement élevé, on le sait dans les entreprises. On est en moyenne, on peut mettre ce qu'on veut derrière les moyennes, mais autour de 13 000 euros du coût du turnover. Qu'on va supprimer parce qu'on a un binôme qui est beaucoup plus impliqué, qui est reconnaissant aussi l'entreprise, lui donner l'opportunité de mettre en pratique le job sharing. Donc on a un binôme qui risque de durer beaucoup plus longtemps dans l'entreprise et c'est un coût en moins. On a des coûts de formation en moins, puisque les deux personnes s'auto-forment. On se forme beaucoup plus régulièrement à deux et on libère du temps pour se former en dehors du temps de travail. Donc ça, c'est un bénéfice additionnel dont profite l'entreprise. Et puis, c'est un truc qui avait fait sourire Flo et Léna dans mon approche du job sharing, c'est qu'on va économiser aussi du temps de consulting. Et des ressources externes, puisque finalement notre binôme, en se challengeant plus souvent, comme disait Flo, c'est de la qualité du travail en plus, mais c'est aussi deux cerveaux pour réfléchir sur des mêmes problématiques. Et là, on sait en termes d'intelligence collective, quand on met deux personnes à réfléchir sur un sujet, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin, et donc on va avoir moins recours à des ressources externes pour venir apporter ce complément d'insight, de benchmark, etc. Et ça aussi, c'est plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros qu'on va économiser chaque année grâce à ça. Ok, c'est intéressant. Donc, on baisse le turnover. Il y a un impact là-dessus. Bah, d'ailleurs, ça peut faire la transition. J'ai une dernière question pour Florence avant de passer avec toi, Ludo. Mais grosso modo, là, ce que tu viens de dire, c'est qu'en gros, ça baisse le turnover. Ça fait des économies de prestats externes. Ça baisse le coût de la formation parce que tu mutualises le truc, tu as besoin de former une seule personne, puis après la réplique à l'autre, ça peut être cool. Ou alors tu les formes toutes les deux en même temps, peu importe. Et puis ça booste aussi la reconnaissance, donc du coup, ça c'est un sous-jacent du turnover, c'est-à-dire que merci de m'avoir laissé ma chance, et donc du coup, je suis plus engagé dans l'entreprise, donc je vais rester un petit peu plus. J'ai une question, avant de te poser cette fameuse question que je veux absolument te poser, Florence, mais c'est ok pour les gens de réduire, je sais pas, leur rémunération sur parce que là tu m'as dit 60%, passer de 100% à 60%, je réduis ma REM. Ça me donne plus de temps pour faire autre chose, pour aller faire justement autre chose de mon temps. Ou comment ça se passe là, grosso modo? Peut-être qu'on va en parler après, mais je pense que c'est la question légitime qui se pose là tout de suite là maintenant, vu qu'on commence à arriver dans les chiffres. Oui, non, mais ça doit être un choix, pensé. Il faut pas que ça soit subi, hein, bien sûr, et ça peut être effectivement, on réduit sa rémunération. Après, on en a peut-être besoin pour un certain moment de sa vie. En fait, ça va dépendre des personnes, mais typiquement, alors il y a plusieurs cas, mais ça peut être alors pour la parentalité, on peut avoir besoin d'avoir un peu plus de temps pour s'occuper de sa famille. Mais l'avantage, en fait, avec le job sharing, c'est qu'on fait pas une croix sur sa carrière. Parce que souvent, enfin, si on se met à 50%, c'est quand même compliqué d'avoir des jobs qui sont à responsabilité. Ou même un 80%, et là peut-être que certains vont me dire, mais ça me fait juste hurler le 80% parce que tu es payé 80%, mais ton job, tu fais du 100%. Donc, bon, voilà. Et après, ça peut être aussi, on a besoin de ce temps-là pour aider des proches, on a besoin de ce temps-là pour se reformer ou pour monter une activité à côté qui va faire aussi un complément. Tout dépend Ouais. des personnes, voilà. Et ça peut être Ouais. pour une période de sa vie, c'est pas forcément pour toute sa vie. Mmh. Donc oui, c'est une période, mais c'est un choix assumé. Mais ça permet de faire d'autres choses à côté. Pour Oui, Léna, rebondir, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les chiffres, c'est à peu près 18% de salariés qui sont à temps partiel en France. Donc on a déjà quand même une grosse partie, enfin une partie importante de la population qui est à temps partiel, alors subi ou choisi, ça dépend des cas, mais en tout cas, qui est dans ce mode de travail-là pour différentes raisons. Majoritairement pour s'occuper d'enfants ou de proches aidants, en tant qu'aidant. Mais on voit effectivement que déjà, ça répondrait potentiellement à un besoin effectivement pour ces personnes-là. Et on a aussi des stats qui démontrent qu'on a possiblement un pourcentage important de salariés qui aimeraient passer à temps partiel
mais qui n'ont pas envie de lâcher leur job en fait et leur responsabilité, leur niveau de responsabilité. Parce que souvent, malheureusement, quand on passe à temps partiel, on va prendre un job qui est soit, moins impactant ou moins, la responsabilité, en tout cas, qui n'est pas exactement, comment dire? Sur le même, la même zone de responsabilité que notre job à temps plein. Et donc ça Mmh. répond aussi à cette partie de population qui aujourd'hui est encore, en comment dire? En hésitation et là j'ai échangé avec une ancienne, DRH de HP justement qui a été en job sharing pendant 3 ans et elle me disait qu'elle, elle hésitait à basculer sur un poste de direction parce qu'elle avait pas envie justement de passer comment dire? En termes de charge mentale, de responsabilité, de Mmh. pression, de confiance en elle aussi, et elle l'a fait uniquement à temps partiel. Et donc du coup, ça a été une véritable, opportunité pour booster sa carrière et accéder à des postes de direction, par exemple. Donc on a aussi, voilà, cette «population cachée» entre guillemets qui Ouais. potentiellement, Mmh. pourrait être intéressée par ce mode de travail. OK. Bah, il faut leur poser la question du coup. Donc peut-être que dans Voilà. le diagnostic et la com que vous faites, c'est à ce moment-là que vous allez révéler un Mmh, petit peu, les envies de chacun. OK. exactement. Dernière question pour Florence. Après, on passe à Ludovic pour parler de la moulin, le pèse, le flouze. Flo, si tu une baguette magique, moi j'aime bien poser Mmh. cette question. Si tu une baguette magique, tu ferais quoi? Alors si j'ai une baguette magique, je ferais quoi? Je me dirais, j'aimerais bien que les entreprises, toutes les entreprises proposent le job sharing et que, ça soit, obligatoire de le proposer en job sharing et que le manager doive justifier pourquoi il ne devrait pas le proposer en job sharing. OK. Et pour info, en fait, là où je travaillais chez Beiersdorf en Allemagne, c'est déjà le cas aujourd'hui maintenant. C'est-à-dire que le manager doit justifier pourquoi il ne voudrait pas ouvrir son poste en job sharing. Donc je me dis: «Allez, pour la France, c'est parti». Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Parce que comme ça, work sharing is ranking now. Voilà. OK, du coup, Ludo, merci Flo. Merci. Ludo, on va passer à l'aspect financier. Il est 11h57, on a encore 15-20 minutes ensemble et c'est parfait, on est pile dans le timing. Moi, j'ai une question déjà pour toi, Ludo. C'est quoi les facteurs financiers? Alors, que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, l'économie de consulting, la baisse du turnover, le coût de formation, la baisse des prestats externes, etc., etc. Mais grosso modo, est-ce qu'il y a une liste observable que tu as pu voir qui impacte positivement la rentabilité globale de l'entreprise? Oui, clairement. Et quand on va regarder la rentabilité, on va se dire qu'est-ce qu'on met en haut, quels sont les revenus, et puis qu'est-ce qu'on met en bas, qu'est-ce qu'on va soustraire comme coût. J'aime mieux commencer par les coûts parce que c'est ceux qui viennent assez naturellement à l'esprit pour tout le monde. Dans le coût direct, évidemment, il y a la masse salariale. Léna et Flo nous disaient, l'idée idéale, c'est quand même d'être à 2 fois 60%. Ça veut dire que sur un coût total, on a 20% de masse salariale en plus. Le salaire, les cotisations patronales, les impôts, les taxes, etc. La mutuelle, ok. On va avoir peut-être, en fonction des jobs, un téléphone en plus. On va avoir un ordinateur en plus. Mais potentiellement, on n'a qu'un seul bureau pour 2 personnes. Donc ça, c'est plutôt bien. Puis quand elles sont à 2, comme elles vont bosser ensemble en mode réunion, elles seront plutôt dans la salle de réunion. Donc ça, voilà, il n'y a pas d'impact sur le bureau. Et en vrai, c'est tout. Si on met à part, bien évidemment, l'accompagnement qui est, à mon sens, souhaité et nécessaire de Léna et Florence pour bien le mettre en place, c'est tout. En termes de coûts, pour n'importe quelle boîte qui se lancerait toute seule, il n'y a pas de coût additionnel. Par contre, dans les bénéfices, on a cité tout à l'heure, tu l'évoquais, Flo, la productivité, 20% en plus, du gain de temps manager, tu as cité aussi la continuité du travail. On a identifié ensemble la baisse de l'absentéisme aussi, qui va se générer, la baisse des risques psychosociaux, moins de pression, on est mieux au boulot, ça booste l'engagement et on est mieux au boulot. L'impact du coup, réduction du turnover, baisse des coûts de formation, et puis on s'économise des ressources externes.
On s'est livré à un petit calcul. Je vais vous éviter le partage des slides parce que c'est moins humain, mais pour mettre des chiffres assez évidents. Alors, on a pris une base d'un salaire à 40K pour montrer que c'est rentable assez tôt dans des échelles de job. Là, je vais spoiler tout de suite, mais plus vous montez en salaire et plus c'est rentable. Ça, c'est le truc sympa. En termes de coût, on va arriver sur un coût à 2 ans de à peu près 44 000 euros. D'accord. Avec les éléments que j'ai cités tout à l'heure, le salaire, la mutuelle, le téléphone, l'ordinateur. Et on va quand même y glisser, pour être vraiment totalement exhaustif, le coût de l'accompagnement par worksharing. De l'autre côté, les revenus, tout ce que je viens de citer juste avant, on le chiffre à une économie, enfin un gain total chaque année de 49 000. Donc pour rester sur 2 ans, on a un peu plus de 98 000 euros sur 2 ans. Donc pour comparer deux choses comparables, sur 2 ans, on a 98 et quelques de revenus, 44 à peu près de coûts. Quand on fait le pourcentage, ben on est à plus 125%. Ça fait 54 000 euros d'économiser. De gagner. De gagner, oui. Enfin, oui, 98 moins 44, 54 000 euros. 54 de gains directs. C'est-à-dire que non seulement on a rentabilisé les 44K de coûts initiaux, mais on a généré effectivement 54K de bénéfices, de gains additionnels. Donc ça fait 125%. Ouais, c'est OK. Il y a beaucoup de projets dans les boîtes. On peut dire, tiens, je te donne 1 euro et toi, tu vas m'en rendre, tu vas me le rendre déjà, et puis tu vas me rendre 1,25 en plus. Moi, le choix de le faire sur 2 ans, Ludo, c'est qu'en fait, il y a au début, il y a un coût qui est plus important la première année, puis après, ça se lisse sur la deuxième année, ou c'est ça, hein? Ouais. Donc, il y a quand même un effort d'investissement au début, hein. C'est ça. Tu as le coût de mise en place, tu as le coût du test, dont parlait Flo tout à l'heure. Tout ça, ça représente un petit investissement. Il faut s'assurer que ça se mette bien en place, qu'on crée peut-être chaque boîte aussi à sa culture. C'est là où je trouve que l'accompagnement de Léna et de Flo est indispensable. D'une boîte à l'autre, on va pas le vivre de la même manière. D'un job à l'autre, on va peut-être pas le mettre en place de la même manière, etc. Donc se faire accompagner au début, c'est un coût initial. Les autres, ce sont des coûts récurrents, mais le coût récurrent, voilà, il est finalement assez faible. Ce qui nous amène d'ailleurs à repenser en fait le ROI si on le calcule non plus sur 2 mais sur 3 ans. Comme les coûts initiaux ont été amortis sur plus longtemps, on est sur un ROI de 157%. Donc on a, pour refaire le calcul, comme on aime bien les chiffres, 147 000 euros ou 148 000 même de gains sur 3 ans, comparé à un coût sur 3 ans de 57 000. Donc je te donne 1 euro et toi tu m'en rends 2,57. 91 000 euros. Ouais. Ok, donc du coup, grosso modo, sur 2 ans, j'investis un salaire brut sans les charges, et sur 2 ans, je me gagne 2 salaires. Donc je place 1 euro, je récupère 2 au bout de 2 ans. C'est ça. C'est OK. Et en plus de ça, l'euro que j'ai investi, il est toujours présent dans la boîte 2 ans après, quoi. Exactement. Et okay, si c'est sur 3 ans, je mets 1 et 3 ans après, j'ai récupéré 3. Le calcul est simple. Tout le monde ne le fait pas. C'est la question que j'ai envie de poser. Ok, intéressant. Du coup, la question qui vient après, c'est, alors c'est bien. Alors, tu m'as sorti des KPI. C'est ces KPI-là que tu suis, c'est le taux d'absentéisme, les RPS, l'engagement, le turnover, le coût de formation, les prestats. C'est ça tes KPI pour mesurer l'efficacité, c'est ça? Ça sont des KPIs qui sont en plus suivis par à peu près n'importe quelle entreprise, en tout cas l'entreprise qui a envie de monitorer son activité. Ça fait partie des top KPI d'une fonction RH pour le coup. Donc moi je le monitore en tant qu'RH, puis comme je suis schizophrène, je mets des chiffres en face et ça me donne ça me donne une belle copie à présenter à mon PDG pour lui dire tiens regarde, on devrait peut-être le booster ce truc là. Ok. Et dans quelle situation
c'est pas adapté job sharing par exemple. Est-ce qu'il arrive que il y a des moments où tu te dis ok non mais là parce que je vois la pertinence quand même du modèle, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, des types de jobs ou je sais pas ou des contextes particuliers dans lesquels ça pourrait ne pas s'adapter? Oui, on peut, à mon avis, assez vite citer des jobs où l'essence même du rôle est associée à une machine, par exemple, ou à un outil de production qui ne sera pas duplicable. C'est-à-dire que le bénéfice de ces 20% de temps de recouvrement qui va générer de la valeur additionnelle ne va pas se retrouver. Donc, c'est un travail posté sur une usine, des manutentionnaires, des préparateurs de commandes, etc. Là, effectivement, c'est assez difficile. Un serveur ou un cuisinier dans un resto, ça aussi, ça va être difficile à justifier, qui a le ROI dont on a parlé. Mais à l'inverse, tous les jobs un tout petit peu intellectuels, c'est assez facile de le démontrer quand même. Ok, ça roule. Petite question aussi, un peu pareil que pour Flo. Et puis bah là, on va parler un peu money. Si je te donne, allez, 1 million ou 1 milliard d'euros, t'en fais quoi là? Ah ben moi, je le mets directement sur JobSharing. C'est-à-dire que je m'assure de. Bah oui. T'es actionnaire déjà? Écoute, je suis pas actionnaire. On va pas parler avec Léna et Flo, mais c'est vrai qu'on devrait peut-être en parler. Oui, parce que franchement, 1 million d'euros dans une boîte qui a une masse salariale de, je sais pas, 5-10 millions d'euros, on voit assez vite le ROI que ça va générer. Si les postes s'y prêtent, si on bénéficie justement de l'accompagnement de Léna et de Flo, qu'on a un bon sourcing avec Trimoji, on va arriver à trouver les bons binômes qui, sur un rôle donné, vont être capables de générer plus. C'est ça, en fait, le bénéfice que j'en attends en tant que dirigeant. C'est ça mon objectif. Ok, c'est ok, c'est ok. Moi, j'aimerais bien avoir, alors, un peu l'avis personnel hein, sur le job sharing. C'est que grosso modo, aujourd'hui, je pense que le job sharing c'est intéressant. Et ça va être des questions après pour toi, Léna. Je pense que il y a un potentiel non négligeable. Je pense que c'est intéressant. Pour moi, ça s'adapte quand même à des structures qui sont quand même assez structurées. C'est pas pour des petites boîtes, c'est quand même pour des boîtes qui sont quand même déjà un petit peu ou pas. Peut-être que c'est une croyance limitante. Contredisez-moi si vous voulez, mais moi je vois ça plutôt grosse PME, ETI, grand groupe quoi. Petite PME, TPE, c'est pas. Tu prends des gens à temps partagé parce que ça se fait, hein, DAF, RH à temps partagé, etc., etc. Mais pour job sharing, il faut quand même assumer aussi les 20% de plus de masse salariale initiale, ça peut être un coût pour une petite boîte qui est pas neutre, quoi. Ça peut aussi être une étape. Comme disait Flo tout à l'heure, du côté des binômes, ça peut être à un moment de vie. Du côté de l'entreprise, ça peut aussi être à un moment de vie. Quand ta boîte est en train de scaler, je travaille souvent avec des startups. Une startup va se poser des questions de la bonne allocation justement de ses ressources et n'importe quelle PME de la même manière. Et je partage tout à fait ton point de vue. Il y a une croyance qui est que si on est petit, c'est difficile à mettre en place, mais sitôt qu'on commence à avoir des besoins sur un job où la question arrive de et si on recrutait un deuxième, un collègue ou quelqu'un qui vient travailler en dessous entre guillemets d'un manager, peut-être qu'à ce moment-là, l'étape de transition, ça pourrait être de mettre en place le job sharing parce qu'on aura ces 20% et que ces 20% versus le coût d'un recrutement complet et plus de valeur générée grâce à ça. Donc moi, je le verrais bien comme étape de transition, alors peut-être pas sur 2 ans ou sur 3 ans, puisque c'est là, à ce moment-là, la question va se poser autrement, mais de le voir comme une étape avant un recrutement d'un CDI full-time additionnel. Et ça, okay, intéressant. Dans beaucoup de boîtes. Intéressant. Moi, je suis content parce que quand... Ouais, dis-moi, Flo. C'était Léna qui... Non, pardon. Vas-y. Oui, et puis il y a une question de culture, effectivement. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une question de taille, parce que dans les petites boîtes, on recherche aussi la polyvalence.
Et donc la complémentarité des compétences peut aussi être, une, réponse à des, problématiques ou en tout cas des enjeux, de plus petite structure. Que c'est vraiment une question aussi de culture, de maturité, d'envie d'aller, innover, de tester d'autres façons de fonctionner et d'être justement dans cette créativité et dans cette, émulation d'intelligence collective, en fait. OK. OK. Moi, je suis assez content. Alors, quand tu parles d'émulation collective, c'est cool parce qu'on a eu une émulation collective aussi au moment où vous avez commencé job sharing, enfin work sharing, pardon, excusez-moi, à faire du job sharing. M'avez sollicité pour les analyses de personnalité et vous êtes posé la question de comment je vais créer le bon duo, le match et tout, machin, etc. Et j'ai eu la chance de faire partie de votre réflexion initiale et de votre croissance, j'espère, future. Parce que Ludovic, quand il va mettre 1 milliard sur la table, du coup, j'aimerais quand même mettre de la partie, tu vois. Et du coup, vous utilisez. Alors, comment vous utilisez Trimoji? Comment vous comptez utiliser Trimoji pour faciliter justement ce match entre les gens et comment ça a nourri cette réflexion et pourquoi on s'est rencontrés? Comment vous en êtes venu à Trimoji finalement? Ouais. En fait, dans le matching du duo, on sait que c'est un point central pour que le job sharing fonctionne. C'est l'alchimie qu'il va y avoir, c'est la complémentarité et la compatibilité des 2 personnes qui vont bosser ensemble. C'est ce qui va faire la puissance aussi, finalement du duo. Et donc on s'est posé en fait, pour réfléchir un petit peu à comment, est-ce qu'on pourrait justement, anticiper du mieux possible cette complémentarité et compatibilité. Bon moi en tant que DRH, j'ai bossé avec plein d'outils, et puis, on a rencontré pas mal d'éditeurs, de personnes et cetera. Et nous, l'idée, c'était d'avoir un outil qui nous permette de rendre plus objectifs, finalement, ces éléments-là, en dehors effectivement d'entretiens, classiques, on va dire, recrutement. Donc donc l'outil, on l'a testé sur nous puisqu'effectivement l'idée, c'était aussi de voir, concrètement est-ce que ça fonctionne et puis nous aussi, vu qu'on le vit au quotidien, avec Flo en top sharing, on va dire, ça nous a aidé en fait, à mieux comprendre nos fonctionnements, à nous poser finalement sur, comment est-ce qu'on fonctionne chacune de notre côté, quelles sont les complémentarités, quelles sont les compatibilités aussi et l'outil, c'est comme tout outil, c'est-à-dire que c'est pas, quelque chose qui est figé et qui est, noir ou blanc. C'est une base de réflexion, c'est une base d'échange, en fait. À partir de là, on va pouvoir échanger: «Ah oui, je suis pas d'accord, pas d'accord. OK, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne au mieux dans notre vision, du job ensemble?» et cetera. Qu'est-ce qu'on a envie de partager en termes de valeurs, en termes de voilà, comment on capitalise sur les forces et les axes de progrès de chacune? Et donc ça, c'est un outil qui est central dans, la construction vraiment du duo. Parce que, au-delà de l'outil en tant que tel et du résultat, c'est vraiment une base d'échange et de réflexion commune et qui va pouvoir justement après donner lieu à, concrètement comment est-ce que ça fonctionne au quotidien, une charte de bon fonctionnement ensemble, quels outils on va utiliser, comment fonctionnement de passation de l'information et cetera. Donc ça a été central pour nous, quoi. Eh ben, je suis honoré. Je suis honoré que ça soit un outil central dans la construction du duo. Franchement, ça fait super Non, mais plaisir. surtout qu'il est hyper complet. Enfin, moi, j'en avais vu d'autres et c'est vrai qu'on en a vu plusieurs et en fait, Mmh. enfin, je me permets de réagir, mais, enfin, c'est très complet parce ça permet vraiment de comprendre, nos motivations, la façon dont on réagit peut-être en cas de stress, enfin, le mode de fonctionnement. Et donc, ouais, avec Léna, on se connaissait, d'un point de vue plus perso. On n'avait jamais Mmh. travaillé ensemble et moi, ça m'a aussi éclairé sur le fait que, bah, oui, de mieux comprendre, bah, OK, Léna, elle a besoin de beaucoup plus anticiper, vraiment bien caler les choses. Je me suis peut-être un peu plus dans la spontanéité. Bah, déjà, ça permet de voilà, de mettre aussi enfin, c'est un élément, c'est un exemple, mais de mettre ça en lumière, de dire: «OK, bah, quand on sait ça, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler?» Mmh. Voilà et le fait de voir, bah, on est peut-être éloignés, mais en fait et là où tu nous as bien expliqué Aurélien aussi, c'est que, on n'est pas juste je sais plus, enfin, il y avait parfois des sortes de, toiles d'araignée, enfin et on se dit: «Bah, où est-ce qu'on est?» et en fait, on se rend compte que c'est là où on a des complémentarités. C'est pas parce qu'on est opposés qu'on va peut-être pas pouvoir fonctionner ensemble. Au contraire, voilà.
Donc, C'est ça, c'est toute la complémentarité, c'est d'avoir aussi des rythmes différents pour pouvoir avoir le maximum de skills pour répondre à toutes les cas de figure qui peuvent arriver de l'extérieur, quoi. Mmh. Donc ça peut être intéressant. J'en profite pour faire un peu ma pub aussi, mais grosso modo là où on a développé et je pense que ça nourrira une réflexion demain, mais en ce qui concerne les compétences techniques, tu m'as dit compétences complémentaires. Donc là, c'est la personnalité complémentaire, matching, etc., etc. Et sur les compétences techniques, aujourd'hui, on a développé une IA qui analyse les profils. Donc ça peut être un profil LinkedIn, un CV, etc., etc., et qui dresse une courbe de compétences qui est aussi superposable. Donc on peut savoir aussi au niveau technique, connaissances, compétences, ce qui se complète et ce qui est similaire, etc., etc. Donc ça pourrait être intéressant aussi d'investiguer Super ce intéressant. point-là. Oui, pas que Sur sur les soft skills, mais aussi sur les hard skills, ouais. et ouais, Ouais. bah oui, Non, c'est top, ouais. on a développé ce truc-là cette année. D'ailleurs, si vous voulez tester Trimoji pour vous, n'hésitez pas, hein, vous pouvez tester avec le petit bouton qui est là. Sans transition, on va passer à Léna parce que le temps file, hein, on passe un bon moment. Mais du coup, il faut quand même qu'on parle à la DRH, enfin ex-DRH. Ouais, toujours DRH, là, quand même, toujours DRH. On est toujours un peu DRH dans le cœur. Aujourd'hui, cofondatrice de Worksharing. Toi, ton expérience, grosso modo, sur justement un job RH, t'as bossé pour quelle boîte, toi, en RH, Léna? Ouais, pas mal de structures, des groupes comme le groupe Covea, BPCE. J'ai bossé dans l'industrie filiale de Total et EDF. J'ai travaillé dans l'associatif aussi, la protection de l'enfance, dans l'IT. Donc voilà, plusieurs secteurs, on va dire, de façon très très large, on va dire. Ok. Et du coup, bon, tu as été une expérience assez variée, très structurée. Hein. On réentend ce que Florence a dit, elle aime bien anticiper. Donc c'est tac tac tac, c'est carré quoi. En fonction de ton expérience, les bénéfices RH de passer au job sharing, c'est quoi? Moi, je vois je me dis que c'est un outil formidable d'attractivité, de fidélisation. Nos enjeux quand même, ils restent, de dire comment est-ce qu'on conserve les talents, comment est-ce qu'on les attire et comment est-ce qu'on les garde, et avec des enjeux notamment aussi, comment dire? De départ à la retraite qui sont, quand même, importants. On va avoir un déséquilibre entre, les départs et les nouveaux actifs, et donc on va avoir une pénurie de compétences, et finalement de personnel, hein, dans les prochaines années. Donc c'est comment est-ce que finalement on répond à cet enjeu-là, et comment est-ce qu'on répond aux enjeux aussi, des salariés, en fait? Ça, pour moi, en fait, il y a un élément, central, c'est que, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, ils recherchent plus d'équilibre, plus de sens, et cetera. Mais du coup, de pouvoir, finalement donner des solutions autres, ouvrir en fait, les «chakras» entre guillemets, tout en conservant une évolution de carrière, et donc en attirant des profils qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être différents, qu'on n'aurait pas touchés d'une autre façon. Donc tout ça, en fait, ça va nourrir aussi nos politiques de diversité inclusion, ça va nourrir, comment dire? Notre marque employeur. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'éléments positifs, et puis bon, je reviens sur les éléments quand même financiers aussi, hein, que Ludo a présenté, mais c'est aussi un gain pour l'entreprise. Si on a cette casquette aussi financière et qui n'est pas neutre aujourd'hui dans le contexte économique que l'on connaît aussi. Donc en tant qu'RH, moi je trouve que c'est vraiment, on cherche des innovations aujourd'hui, on cherche des nouvelles façons de travailler, on oscille sur le télétravail, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, la semaine de 4 jours. En fait, on parle de tous ces nouvelles façons de travailler pour se dire: «Mais comment est-ce qu'on va répondre finalement aux besoins de l'entreprise et aux besoins des salariés?» pour trouver cet alignement. Donc je trouve que le job sharing, ça répond vraiment à tout ça. Ah, c'est intéressant. Pour compléter ça, moi j'aimerais avoir l'avis aussi des participants là, qui restent parce que là il est 12h18 donc les gens commencent à avoir faim, j'ai l'impression. Mais bon, il reste encore des gens. Est-ce que vous pouvez voter un petit peu sur comment voyez-vous le job sharing évoluer dans les 5-10 prochaines années dans le chat? Et puis ça porte aussi sur une question supplémentaire, c'est que toi tu es sur la partie, j'imagine un petit peu plus coaching, accompagnement, etc., etc. Les managers pour les aider à adopter cette nouvelle organisation, est-ce que tu as une stratégie en quelques mots, Mmh. grosso modo? Est-ce qu'il y a Oui, oui, pratique pas? les managers sont centraux, hein, on leur met beaucoup de choses sur les épaules, d'ailleurs, on a du mal de plus en plus à avoir
des collaborateurs qui veulent devenir managers, mais l'idée, c'est aussi de que ça soit pas une charge pour eux, en fait, que ce soit une vraie opportunité et que ça, finalement, on leur donne les outils pour justement les aider à manager au mieux un duo. Donc c'est les sensibiliser, les acculturer, en fait, hein, déjà leur parler du modèle, en quoi ça consiste, les former et ça fait partie voilà, des accompagnements aussi qu'on propose, hein, de dire en fait, il faut aussi les accompagner, les former au quotidien. Avec des outils, avec des méthodes, avec un suivi personnalisé et puis, bien évidemment, on parlait de KPI et c'est hyper important, c'est aussi, leur donner une visibilité sur les KPI, sur les retours sur investissement. C'est par exemple, les aider à, sur les évaluations annuelles, par exemple, ou en cas de gestion de conflit. Tu vois, si tu as un conflit avec, un des 2 duos, comment ça se passe? Il y en a un qui est pas performant, enfin qui est pas au niveau de la performance et cetera. C'est tout ça, c'est aussi donner les clés pour que ça fonctionne au mieux et que pour eux, ce ne soit pas une charge supplémentaire. OK, intéressant, intéressant et donc ça, c'est l'accompagnement. Il y a de la formation aussi en plus, que vous allez, développer. Est-ce qu'il y a aussi, j'imagine, à la prise de poste, des formations, des ajustements, pour que les 2 puissent, cohabiter et si, ils sont en Bien manque de sûr, compétences, bah, du coup, il y a un accompagnement aussi à la formation, pour, tout à fait. ouais, alors est-ce Ouais, ouais, que tout à fait. C'est, comment ça se passe? en fait, tu as une, lorsqu'on forme le duo, il y a aussi un accompagnement du manager. Il y a un accompagnement tripartite, en fait, pour aussi que le manager soit inclus finalement et intégré, dans, le mode de fonctionnement qu'ils vont avoir à 3, au-delà de uniquement le duo. Donc il y a cette partie-là et ensuite il y a effectivement l'accompagnement plutôt dans la durée, de se dire, dans les, use cases en fait, comment ça se passe? Là, j'ai un peu de mal là-dessus, je me suis retrouvée dans une situation difficile parce qu'il y en a un qui m'a dit ça, l'autre qui m'a dit ça ou, je sais pas comment gérer parce que, effectivement ils sont en co-responsabilité donc comment ça se passe? Voilà, donc il y a cette partie effectivement mise en place et structuration dès le départ et après il y a un suivi. OK, intéressant et grosso modo, hem, pour, un ou une RH ou, un responsable, RH ou financier, hein, d'ailleurs aussi, je pense que ça peut venir de là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Quels conseils tu leur donnerais, à ces responsables ou ces entreprises qui hésitent à essayer du job sharing? Grosso modo, je pense que là-dessus, il va falloir que alors on a vu, l'amélioration, financier, l'équilibre vie pro, machin, et cetera. Mais en gros, c'est quoi l'argument choc ou un ou Mmh. plusieurs arguments chocs qui font que dans un ascenseur, quand on parle à ton boss, dans sa tête, ça fait le titre. En gros, il me faut l'elevator pitch pour pitcher le Ouais, job sharing là dans un ascenseur. Là. la pression, là. Non, moi je dirais commencer petit. Commencer petit, ça veut dire quoi? C'est, tester en fait. Moi j'aime beaucoup cette démarche de test and learn et de dire bon en fait, l'idée c'est pas de partir avec une énorme montagne en face et de se dire: «Oh là là, ça va chambouler nos modes de travail, notre organisation», parce que c'est vrai que ça demande des changements organisationnels aussi. Mais, c'est, sur une niche, sur une situation particulière, trouver en fait l'angle qui répond à, un pain point en fait, enfin vraiment à une problématique spécifique et de tester. De tester, d'ajuster et ensuite de faire un rex sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Est-ce que ça nécessite ou est-ce qu'il y a une opportunité à déployer sur telle niche ou sur tel, enjeu, tel sujet, voire, plus large ou, est-ce qu'on teste sur une autre population? Enfin voilà, donc moi je crois beaucoup au test and learn en fait et de se dire que, on y va petit pas par petit pas. Parce que tout ce qui est changement, évolution, innovation, ça demande, du temps aussi, d'acculturation et de démontrer que ça fonctionne. Donc les success stories sont importantes et de démontrer qu'effectivement dans une entreprise, il y a, en fait une situation qui a fonctionné. Ça permettra de pouvoir justement en parler et d'étendre si c'est adapté. Donc, on fait un POC, on fait un REX après 6 mois, on mesure les Mmh. KPI que Ludo a donné. Mais grosso modo, ça va coûter combien? What is the money? L'accompagnement de work sharing, c'est quoi votre modèle de business? Alors notre modèle de business, alors nous en fait on a des c'est ce qu'on disait, on a beaucoup de sur-mesure et des solutions, on va dire, adaptées, en interne. Donc on passe de toute façon par un diagnostic et un audit au départ pour voir vraiment sur quelle, situation, finalement il y a un enjeu et le job sharing peut répondre on va dire à court terme. Donc, il y a cette partie-là et ensuite on a, plusieurs, possibilités. On a effectivement la partie matching qui est indispensable du duo et puis avec le manager, l'accompagnement,
bien évidemment, tout ce qui est structuration, on va dire, hein. On a parlé tout à l'heure de la partie contractualisation, de la partie, outils, fonctionnement. On a parlé aussi, de tout ce qui est charte de bon fonctionnement, enfin tous les outils, mettre à jour l'entretien annuel, par exemple. Ça, c'est un sujet et ce n'est pas le seul, mais c'est vrai qu'on pense, à celui-ci en 1er lieu. Mais voilà, tout ce qui est périphérique, en fait, au bon fonctionnement, finalement, du duo dans l'entreprise et puis, l'accompagnement aussi de l'écosystème. Parce que, bah, voilà, faut en parler, faut expliquer, aux interlocuteurs comment ça se passe, quels sont les enjeux et cetera et donc ça, c'est plutôt sur la partie vraiment, suivi opérationnel, on va dire dans les 6 premiers mois. Et puis après, dans l'absolu, dans les entreprises qui ont, on va dire plusieurs, cas, c'est l'animation aussi des communautés. C'est-à-dire que, demain, une entreprise peut avoir aussi un pool, de, collaborateurs qui ont envie de se mettre en dispo pour du job sharing et puis, d'avoir du matching interne de compétences, trouver, le Tinder, de l'entreprise, on va dire, pour trouver son partenaire, et d'animer en fait ça. D'animer la communauté pour, faire des retours d'expérience pour, et pour, pouvoir le promouvoir en interne. Le diagnostic audit, il est gratuit? Le diagnostic, alors le diagnostic, premier diagnostic, oui, il y a un questionnaire et cetera donc cette partie-là est effectivement, gratuite et ensuite si c'est du sur mesure, OK. ça dépend mais oui, le diagnostic OK. est Eh ben, pour les participants qui sont là, je viens de mettre une petite notification. Vous pouvez réserver un rendez-vous découverte dès maintenant. Donc, bah voilà, hein, le premier rendez-vous est gratuit hein, pour savoir si c'est OK, pas OK, pour savoir au moins s'il y a un besoin, pas un besoin, ou en tout cas à minima pour en savoir un petit peu plus sur le job sharing et puis sur la méthode de work sharing. Hein, ils n'ont pas choisi leur nom par hasard. Et puis il y a un dernier sondage. Voilà, il nous reste encore 5 minutes. Il y a un dernier petit sondage là, et j'aimerais bien qu'on y réponde, s'il vous plaît. C'est d'après vous, quelles sont vos plus grandes interrogations ou freins concernant le job sharing, à votre avis, auxquels vous allez être confrontés, vous, RH, dans vos entreprises? Alors, on a déjà des premières réponses. Ça va coûter plus cher, non? Alors, qui veut répondre à celle-là? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Le boss qui dit ça a coûté plus cher ce truc là, non? Attends, t'entends pas Ludovic? Ah Ludo, on t'entend pas. T'entends pas, Ludo. Là, ça c'est y OK. est, On c'est bon. t'entend. Ouais. Oui, je vais répondre en bon financier. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais c'est le I pour le ROI. Donc si je veux les x2, x3 sur 3 ans, bah, faut que je mette un petit peu plus cher, faut que je mette ma petite pièce au démarrage. Donc oui, ça va coûter un peu plus cher, mais pour avoir un bien meilleur ROI. Ça va coûter plus cher au début, en fait. Si tu veux pas que ça te coûte cher, bah faut t'attendre. En fait, quand tu investis de l'argent, est-ce que tu as l'impression quand tu mets de l'argent sur un compte épargne, hein, qui rapporte une somme, machin, etc., ou que tu investis X ou Y, bah forcément tu le perds ou dans cet argent parce que tu touches plus, mais il va faire des petits. Donc du coup, ça reste un investissement. Faut le voir comme un investissement et non pas comme une charge. C'est ça. Le I de ROI. Et comment je convainc mon boss que 1 + 1 égale 4? Ah, sur chacun des les bénéfices apportés pour le duo, pour le manager et pour l'entreprise et l'équipe. Après, on va pas tout Le 1 redérouler. + 1 égale 4, je redéroule. Compétences complémentaires, continuité du travail. Mais là, honnêtement, hein, ceux qui pensent que convaincre mon boss 1 + 1 égale 4, pour tous les arguments là, laissez faire Florence et Léna, elles vont s'en occuper. Vous prenez un rendez-vous avec elles vont faire un diagnostic et ensuite, dans un deuxième temps, on prend rendez-vous avec votre boss ou si vous êtes le boss directement. Elles vont vous redonner cette petite liste avec les bienfaits opérationnels, les bienfaits financiers et les bienfaits aussi sur votre attractivité parce que on en a parlé un petit peu, mais attirer l'attraction, la marque employeur, etc. On a une boîte qui fait du job sharing et qui vous permet aussi machin. C'est OK. Quand on a quelqu'un en entretien de recrutement qui dit ouais, c'est quand même un poste à responsabilité, c'est super, mais bon, du coup, moi j'ai quand même une vie à côté, j'ai ci, ça à gérer, etc. Ah, OK. Donc du coup, vous seriez OK pour le job sharing machin en entrée de jeu direct. Ah bah ouais, pourquoi pas. Donc du coup, on peut s'arranger aussi sur un plan comme ça. Et si ça rentre dans la culture de la boîte, bah du coup, ça devient un facteur d'attraction et un facteur de closing pour des super postes parce que
Moi, demain, tu vois, à 50 ans, je te le dis direct, hein, je fais pas 35 heures par semaine. Hein. Où je fais, parce que là, aujourd'hui, déjà, je fais 60 ou 70 heures par C'est semaine. ce que j'allais dire. Oui. Ouais, mais donc je fais du job sharing tout seul, tu vois. Mais grosso modo, demain, mon objectif, c'est vraiment clairement pas de remplir une semaine complète. Donc, c'est de réduire mon temps de travail pour l'allouer à d'autres choses qui sont d'autres piliers de la vie. Dans la vie, le pilier travail, c'est un des piliers, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a la famille, l'amour, les amis, les loisirs, les machins. Et donc, du coup, c'est quand même des choses qui sont importantes à allouer ces ressources. Et puis, en plus, chemin faisant, la société évolue quand même pas mal et les millennials l'ont bien compris ce truc-là. Donc, à mon avis, ça a quand même un peu de pouvoir ce job sharing dans le futur. Donc, si vous voulez en savoir plus, je réitère. Je ne sais pas si vous voyez encore le lien qui s'affiche à l'écran. Je vais le repromouvoir à nouveau. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous cliquez là-dessus, vous atterrissez sur la page LinkedIn de Worksharing. Envoyez-leur un petit message, suivez la page et puis organisez-vous un petit rendez-vous, quoi. 30 minutes, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Parfait. Eh ben voilà. Ouais, c'est Et, ça, 30 minutes. Super. et s'il y a des gens qui sont intéressés pour en savoir un peu plus, manifestez-vous là dans les commentaires en mettant un +1 ou moi ou intéressé, etc. Et puis c'est le temps de conclure. Donc je vous laisse 30 secondes pour manifester votre intérêt d'en savoir plus ou de prendre un rendez-vous directement. Si vous êtes OK, je vais même peut-être ajouter un sondage. Hop, je vais le faire tout de suite en live. Qui, point d'interrogation, moi, je fais un moi et moi. Voilà. Je soumets le sondage instantanément. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à voter. On saura qui est intéressé pour pouvoir vous recontacter ou fixer un petit rendez-vous. Donc, pour en découvrir un petit peu davantage. L'épisode arrive à sa fin. C'était un grand plaisir. Merci Léna, merci Florence, merci Ludovic d'avoir été là avec nous. Merci à tous, merci le chat d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon appétit et puis je vais demander un mot de la fin. Le job sharing en un mot, ça c'était pas prévu. Je vais commencer par Florence parce qu'apparemment c'est la plus intuitive. Alors Florence, job sharing en un mot. C'est la vie. Ok. Ludovic, le job sharing en un mot. Le ROI. Ok. Léna, le job sharing en un mot. Richesse. Allez, richesse humaine et richesse in the packet. Et pour toi, Aurélien? Le job sharing? En un mot? Moi, c'est le future. C'est le future. Merci. Bon, merci beaucoup, Aurélien, pour ton accueil. Et puis merci. Merci beaucoup. Et je suis content d'être partenaire de ce projet aussi. Et merci à tous d'avoir participé. Ouais, merci à tous. Super. À bientôt. Bonne app. Au revoir. À bientôt.